Bonjour à tous, c'est encore moi, Monsieur Dark Web. Aujourd'hui, je vous présente une histoire que j'ai trouvée sur l'un des forums fermés du Darknet appelé DarkLeaks. Il s'agit de la confession d'un homme connu sous le nom de Trust Me, l'un des créateurs d'un système de développement et de distribution de faux portefeuilles de crypto-monnaies. Cette histoire ne disculpe pas les criminels, elle ne rend pas leurs activités romantiques. Elle montre comment un technicien ordinaire, sous la pression des circonstances, peut franchir une ligne et se retrouver dans un abîme sans retour. Mettez-vous à l'aise, assurez-vous que vos fonds en crypto-monnaie sont stockés dans des portefeuilles fiables et vérifiés, et préparez-vous à plonger dans l'univers d'un homme qui a fait de la confiance numérique une arme. Je ne me suis jamais considéré comme un criminel. Les criminels sont ceux qui volent les gens avec une arme, qui s'introduisent dans les appartements, qui font des dégâts physiques. Je n'étais qu'un technicien. Le type qui vient quand votre ordinateur tombe en panne ou quand vous devez configurer le réseau du bureau. Le type invisible avec un jeu de tournevis dans son sac à dos et les phrases standards « Redémarrez s'il vous plaît » et « Cela prendra environ 1 heure ». En ligne, j'étais connu sous le nom de Trust Me, un nom qui signifie aujourd'hui pour beaucoup de gens la perte d'économie et des rêves brisés. Mais il était une fois un homme, titulaire d'un diplôme en informatique et percevant un salaire de 2700 $ par mois après impôt. Le 4 mai 2023, mon téléphone a sonné. Ma mère était à l'hôpital. Une attaque cérébrale compliquée par un problème cardiaque existant. Les médecins du service des urgences de l'hôpital sont polis mais catégoriques. Son assurance ne couvre que 30% du traitement nécessaire. Vous aurez besoin d'environ 65 000 $ pour l'opération et la rééducation qui s'ensuivra, dit la femme dans la salle d'attente sans même lever les yeux de l'écran. Ma mère m'a élevé seule dès l'âge de 6 ans. Elle a cumulé 2 emplois pour que je puisse faire des études. Elle croyait qu'un diplôme technique était un billet pour une vie meilleure. En la regardant, branchée à des machines, avec des tubes dans le nez et la peau pâle, j'ai compris que le système que j'avais si docilement suivi ne fonctionnait pas. Je me suis inscrite à l'université, j'ai obtenu un bon emploi, j'ai payé mes impôts et voilà le résultat. Ma mère pourrait mourir parce que je n'ai pas 65 000 $. Ce soir-là, après être rentré de l'hôpital, je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai regardé mon compte en banque. 3 412 $. Ma carte de crédit était presque au maximum. 7 800 $ sur la limite de 8 000 $. Je vivais dans un appartement loué. Je conduisais une voiture d'occasion et je réparais des ordinateurs d'entreprise pour des gens qui gagnaient plus en une semaine que moi en un mois. Je me souviens avoir travaillé au bureau d'échange de CryptoNexus il y a une quinzaine de jours. Ils avaient fait appel à notre société pour améliorer leur sécurité après un petit incident. Alors que je mettais en place les nouveaux pare-feux, l'un des développeurs a laissé son ordinateur portable ouvert après être parti déjeuner. Sur l'écran se trouvait un référentiel contenant le code du portefeuille mobile qu'ils avaient intégré. Par curiosité, j'ai parcouru le code et j'ai trouvé une vulnérabilité dans le module de synchronisation des clés privées. Rien de critique, juste une mauvaise manipulation de l'un des appels API qui permettait de capturer des données lors de certaines opérations. Dans une situation normale, j'aurais signalé cette faille dans le cadre du programme de récompense des bugs et j'aurais reçu, 2 000 $, au mieux 5 000 $. J'ai un peu oublié, mais vraiment, j'ai sauvegardé la note. Et maintenant, en regardant la facture de l'hôpital, j'ai rouvert cette note. 12 mai 2023. J'étais assise devant mon ordinateur portable dans la cuisine de mon appartement, les fenêtres donnant sur un parking vide. Ma mère est toujours à l'hôpital. Les médecins disent qu'il lui reste 3 semaines sans intervention chirurgicale. J'ouvre un VPN, puis le navigateur Tor. Ensuite, je vais sur le forum où je suis inscrit depuis longtemps sous le pseudonyme que j'utilise pour configurer des serveurs en freelance. Il y a là une section où l'on commande des solutions dites techniques. Tout le monde sait qu'il s'agit de créer des outils de piratage, mais personne n'en parle directement. J'écris un message proposant de mettre en place une API spécialisée pour l'intégration avec les portefeuilles de crypto-monnaies. 7 minutes plus tard, je reçois un message privé. Une personne sous un pseudonyme comme Alex Hunt propose un chat vocal via une messagerie cryptée. Sa voix est jeune, avec un léger accent. Il parle vite et avec assurance, comme un homme habitué à la persuasion. Lorsque je lui explique la vulnérabilité que j'ai trouvée, il siffle doucement. « Et vous voulez l'utiliser vous-même » demande-t-il. « J'ai besoin d'argent rapidement » réponds-je. Ma mère est mourante. Une pause. Je l'entends taper quelque chose. Tu vois, tu as découvert une bonne vulnérabilité. Mais c'est, disons, une approche de détail. Vous obtiendrez de l'argent de quelques portefeuilles, puis ils seront bloqués, on vous trouvera et vous irez en prison. Et votre mère mourra quand même.
Je ne dis rien, il a raison, mais il y a un autre moyen, poursuit-il. Et si au lieu de pirater un portefeuille existant, nous modifions un projet open source peu connu? Il m'a envoyé un lien vers le dépôt GitHub d'un petit portefeuille de crypto-monnaie open source, un projet qui ne compte que quelques centaines d'étoiles, maintenu par une petite équipe de passionnés. Je ne citerai pas son nom pour des raisons évidentes. Nous allons juste faire un fork, ajouter quelques fonctionnalités intéressantes qui attireront les utilisateurs avancés tout en continuant à implémenter notre code. Personne ne soupçonnera quoi que ce soit d'étrange à propos d'un autre fork d'un projet peu connu, a déclaré Alex. Cette nuit-là est orné notre projet, que nous avons présenté comme une version améliorée avec des protocoles de sécurité supplémentaires. En réalité, il s'agissait d'un piège bien déguisé pour les crypto-enthousiastes à la recherche d'alternatives aux solutions traditionnelles. Je ne savais pas alors que cette nuit diviserait ma vie en avant et après. Qu'en 72 heures, j'avais déjà récolté mes premiers 8 000 $, qu'en un mois, nous aurions récolté près de 300 000 $, et que le prix que je paierais pour cela serait disproportionnellement plus élevé que tout l'argent qui passerait entre nos mains. Mais ce soir-là, je m'en moquais. Tout ce que j'ai vu, c'est l'opportunité de sauver ma mère, et j'ai dit « oui ». Lorsque vous franchissez la ligne, la première chose que vous remarquez est la facilité avec laquelle tout se passe. Aucun éclair ne tombe du ciel, aucun avertissement n'est donné. Vous commencez simplement à vivre une vie différente. Pendant la semaine qui a suivi mon entretien avec Alex, je n'ai pratiquement pas dormi. Travail technique régulier pendant la journée. Le soir, l'hôpital. La nuit, le code. Mon partenaire était un ingénieur social né, même si je n'ai jamais vu son visage. Pendant que je m'occupais de l'aspect technique, il construisait le lore de notre projet. Un groupe de développeurs indépendants luttant pour la protection de la vie privée des utilisateurs contre les entreprises. Le 28 mai 2023, après 16 jours de travail, j'ai terminé la première version du portefeuille modifié. Nous avons ajouté quelques fonctionnalités attrayantes. Un meilleur cryptage, l'intégration de Tor, la prise en charge des altcoins rares et une porte dérobée indétectable. Le code fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que l'utilisateur importe une phrase de départ. À ce moment-là, un module caché a été activé, envoyant une copie cryptée des données à notre serveur. Tout semblait normal pour l'utilisateur jusqu'au premier retrait de fonds. Alex a élaboré une stratégie de distribution. Nous n'avons pas cherché à faire une distribution de masse, car cela aurait attiré l'attention. Nous avons plutôt ciblé les utilisateurs avancés de crypto-monnaies qui attachent de l'importance à la protection de la vie privée. Il n'est pas nécessaire d'avoir des dizaines de milliers d'installations, explique-t-il. 2 ou 3 000 utilisateurs adéquats suffisent, ceux qui détiennent des sommes importantes et qui sont suffisamment avisés pour apprécier nos corrections, mais pas assez pour détecter une porte dérobée. Le 1er juin, notre portefeuille est apparu sur des forums spécialisés. Alex a expliqué l'absence dans les boutiques officielles par le fait que les entreprises ne manqueront pas d'un outil vraiment privé. Cela a convaincu les crypto-anarchistes. Les premières installations ont été immédiates. Les spécialistes ont découvert nos améliorations et n'ont pas remarqué le module malveillant. À la fin du 3e jour, nous avions 142 utilisateurs. Puis un développeur réputé a rédigé une critique positive de notre portefeuille. À la fin de la semaine, le nombre d'utilisateurs dépassait les 700. Le 8 juin, le premier déclenchement a eu lieu. Un utilisateur allemand a importé un portefeuille avec 2,7 BTC et a essayé de les retirer. Le système a redirigé les fonds vers notre adresse, environ 80 000 $. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai demandé à Alex. Le plan, on transfère 20% directement sur le compte de l'hôpital de ta mère. Le reste, on le divise et on le passe au mixeur. Il m'a répondu. Le 16 juin, ma mère a été opérée. Assise à côté de son lit, j'ai senti que j'avais fait le bon choix. S'il y avait un enfer, j'étais prête à y brûler pour la voir se rétablir. Début juillet, notre portefeuille avait déjà été utilisé par plus de 1800 personnes. Nous avons contrôlé la distribution pour ne pas attirer l'attention. Environ 40% d'entre elles détenaient des montants importants. Nous avons activé la porte dérobée de manière sélective, pas plus de 2 ou 3 fois par jour. Personne n'a fait le lien entre les cas épars de disparition de fonds et notre portefeuille. Les victimes ont parlé des piratages sur les forums, mais leurs histoires se sont perdues parmi des milliers d'autres similaires. Alex a insisté pour créer une fausse équipe d'assistance. Lorsque les utilisateurs se plaignaient, nous leur proposions des analyses techniques détaillées, mais toujours avec de fausses raisons. Compromission de l'appareil, hameçonnage, erreur de l'utilisateur. À la mi-juillet, nous avions un peu plus de 600 000 $ de chiffre d'affaires. Ma part, environ 200 000 $, se trouvait sur un portefeuille de matériel dans une cachette. Je vivais modestement, pas d'achats importants. La seule chose, j'ai quitté mon emploi pour m'occuper de ma mère. Pour elle, j'ai loué une petite maison en banlieue en expliquant qu'il s'agissait d'un investissement cryptographique réussi. Techniquement, ce n'était pas un mensonge.
À l'époque, je pensais avoir trouvé un équilibre. Je faisais ce qu'il fallait pour sauver la personne à laquelle je tenais le plus. J'évitais les comptes contenant des montants trop faibles. Je me suis convaincu que notre porte dérobée n'était qu'une leçon pour les imprudents. Je n'avais pas encore réalisé que j'avais depuis longtemps franchi le point de non-retour, que ma vie ne serait plus jamais la même. Le 3 août 2023, tout a changé. C'est ce jour-là que j'ai vu pour la première fois le côté humain de notre schéma parfait. C'est alors qu'est né dans mon esprit le premier doute, un doute qui se transformera plus tard en un poids insupportable. Le 3 août 2023 a tout changé. J'étais assis dans l'appartement que je louais et je parcourais les journaux de notre serveur. La routine habituelle. Des chiffres, des chiffres, des chiffres. Des vies humaines transformées en lignes de code. Maman allait mieux. Elle était sortie de l'hôpital il y a une semaine. Comment as-tu fait pour tout payer, mon fils? Je n'ai rien dit. Je l'ai prise dans mes bras. Elle n'avait pas besoin de savoir ce qu'il en coûtait de la sauver. Entre-temps, notre portefeuille avait été utilisé par plus de 2000 personnes. Alex a suggéré que nous nous développions davantage. Nous pourrions facilement doubler notre audience. Imaginez ce que cela signifie pour nos revenus, me dit-il. Mais j'ai hésité. Je n'avais plus besoin de grosses sommes d'argent. Maman était en sécurité, j'avais une réserve. Je pensais mettre fin à l'opération. Ce jour-là, en parcourant les forums, je suis tombé sur une vidéo qui a tout changé. Un jeune homme à la peau sombre et aux yeux profonds. Il s'appelait Ranjit et parlait avec un accent indien. Je m'adresse à la personne qui a créé le portefeuille, qui a volé 18 Ethereum à ma famille. Je ne sais pas qui vous êtes, mais cet argent a été collecté par tout notre village pendant 3 ans pour que je puisse étudier au Canada. Il montre sa famille, sa mère, son père aux mains crispées, sa jeune sœur, leur modeste maison. Mon père a vendu sa moto, ma mère a un deuxième emploi. J'étais censé être le premier de notre famille à faire des études supérieures. Il ne menaçait pas, il racontait simplement son histoire. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez probablement plus besoin d'argent que nous. Mais s'il vous plaît, écrivez au moins pourquoi vous nous avez choisis. J'ai regardé la vidéo encore et encore. J'ai toujours imaginé nos victimes comme de riches investisseurs, pas un enfant de la campagne dont la vie est ruinée. Lorsque j'ai envoyé un courriel à Alex à propos de la vidéo, il m'a répondu « Ignorez-la, il pourrait s'agir d'un faux ou d'un appât ». Mais je n'arrivais pas à me l'enlever de la tête. Par l'intermédiaire d'un portefeuille anonyme, j'ai transféré 40 heures de communication à cet homme, soit le double de ce qu'il avait perdu. Je n'en ai pas parlé à Alex. Pendant le mois d'août, notre projet a prospéré, 20 à 30 000 $ par jour. Alex a élaboré des plans à long terme. Et si nous ne nous arrêtions pas au portefeuille? Avec tes compétences et mes relations, nous pouvons créer tout un écosystème, un échange, des mélangeurs, le tout avec nos portes dérobées. Je ne faisais que des vœux pieux. Je sentais de plus en plus que je ne contrôlais plus la situation. Début septembre, les utilisateurs des forums ont commencé à comparer les cas de disparition de fonds. Les premiers soupçons dans notre direction sont apparus. Aucune preuve n'a encore été apportée, mais c'est inquiétant. Le 10 septembre, l'un d'entre eux a publié une analyse détaillée de notre code. Il a presque atteint la porte dérobée, mais a tiré la mauvaise conclusion. J'ai suggéré à Alex de suspendre l'opération. Nous devons faire une mise à jour, renforcer l'occultation. Sa réponse m'a surpris. Pourquoi freiner à fond? Nous avons encore au moins un mois devant nous avant que quelqu'un ne découvre quoi que ce soit. Nous gagnerons encore un demi-million pendant ce temps. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de sécurité. C'est toujours une question d'argent, rétorque-t-il. Ne me dis pas que tu as oublié pourquoi nous avons commencé tout ça. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de regarder un étranger. L'homme avec lequel j'avais travaillé tous ces mois montrait son vrai visage. J'ai accepté de continuer, mais j'ai commencé à préparer un plan de secours, une copie des données, des serveurs séparés, des itinéraires de secours. Le 18 septembre, nous avons atteint la barre des 1,2 million de $. Alex a proposé de porter un toast virtuel pour célébrer l'événement. Au fait que nous avons pu obtenir ce que nous voulions, écrit-il. Derrière moi se trouvaient des imprimés, des dizaines d'histoires de personnes qui avaient perdu leur argent. Je les avais rassemblées en secret, essayant de comprendre l'ampleur de ce que nous avions fait. Fin septembre, des signes d'une enquête organisée sont apparus. Sur les forums, des questions techniquement précises et méthodiques, manifestement des professionnels. Il semble que des gens sérieux s'intéressent à nous, ai-je écrit à Alex. Peut-être la sécurité boursière ou les forces de l'ordre? Paranoïa. Mais même ainsi, ils n'ont rien sur nous, il m'a répondu. Ils ne savaient pas que je les avais déjà vus. Le 29 septembre, j'ai trouvé des signes de balayage professionnel dans les journaux de notre serveur. Quelqu'un cherchait des traces de notre activité. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'illusion était terminée. Nous n'étions pas invulnérables. Nous n'étions pas invisibles. Nous n'avions pas encore été pris en flagrant délit. Le 1er octobre 2023, j'ai pris une décision. Une décision qui, je le pensais, me rendrait le contrôle. Mais il était trop tard, le mécanisme que nous avions enclenché ne pouvait plus être arrêté. Et le coût était bien plus élevé que je n'aurais pu l'imaginer.
Mon plan était donc simple, publier une mise à jour du portefeuille qui désactiverait discrètement la porte dérobée, supprimerait progressivement le support et disparaîtrait. Aucune trace, aucune victime. Juste un autre projet abandonné dans l'océan des crypto-monnaies. Je n'ai pas annoncé tout de suite ma décision à Alex. J'ai d'abord préparé tout ce qui était nécessaire. Sauvegarde de données, canaux sécurisés, comptes anonymes. J'avais assez d'argent pour commencer une nouvelle vie, prendre soin de ma mère et disparaître. Le 5 octobre, j'ai finalement décidé de parler. Il est temps d'en finir, lui ai-je écrit. Trop d'attention, trop de risques. Sa réponse est arrivée quelques heures plus tard. Un court message. Discutons, réunion en face à face, demain. C'était inattendu. Depuis que nous travaillons ensemble, nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne. Nous avions pour règle de ne jamais nous croiser dans le monde réel. Pourquoi ? Ai-je demandé. Nous devons discuter d'une véritable solution. J'ai des informations qui doivent être discutées en personne. J'ai accepté. Nous avons choisi un café neutre, populaire, sûr, avec de nombreuses sorties. Le 6 octobre, j'étais assise à une table près de la fenêtre, observant l'entrée. Soudain, j'ai reçu un message. J'aurai 15 minutes de retard. Attendez, rien d'anormal, mais quelque chose m'a poussé à vérifier nos serveurs. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vu ceci, des changements massifs dans le code du dépôt. Apparemment, Alex avait modifié notre porte dérobée. Il ne l'a pas désactivée, il l'a redirigée. Désormais, les fonds interceptés n'allaient pas dans nos portefeuilles partagés, mais à de nouvelles adresses auxquelles je n'avais pas accès. La trahison était claire comme de l'eau de roche. Il n'allait pas la terminer. Il avait l'intention de me faire sortir et de continuer seul. J'ai quitté le café immédiatement. Sur le chemin du retour, j'avais la tête qui se dédoublait. Depuis combien de temps Alex préparait-il cette trahison ? Probablement depuis le début. Peut-être qu'il n'avait besoin de moi que pour la partie technique et qu'ensuite je n'étais plus qu'une nuisance. À la maison, j'ai découvert que toutes mes crypto-monnaies avaient disparu. Alex avait d'une manière ou d'une autre accédé à tous mes portefeuilles, même à ceux dont je pensais que personne ne connaissait l'existence. En l'espace de quelques heures, il en a transféré la moindre parcelle vers ses propres adresses. Il ne s'était pas contenté de me trahir, il m'avait complètement volé. La seule chose qui restait à faire était d'activer le protocole de sortie d'urgence que j'avais préparé. J'ai sauvegardé des sauvegardes cryptées dans le nuage et j'ai commencé à détruire toutes les données locales. J'ai passé plusieurs heures à suivre les transactions. Un œil expérimenté a pu constater qu'Alex a agi de manière méthodique et confiante. Il ne s'agissait manifestement pas d'une décision spontanée pour lui. Il s'était préparé. Il avait probablement planifié cela pendant des semaines, en étudiant mes portefeuilles de sauvegarde, en cherchant mes cachettes. Et moi, aveuglé par un faux sentiment de contrôle, je n'ai pas su voir l'évidence. La trahison a frappé plus fort que je ne le pensais. Non pas à cause de l'argent, même si la perte de près d'1 million de dollars était palpable, mais parce que j'ai réalisé que pendant tout ce temps, je n'avais été qu'un outil. Alex a utilisé mes compétences techniques et, lorsque le projet est devenu suffisamment rentable, il s'est simplement débarrassé de son partenaire. J'ai rapidement préparé l'essentiel et j'ai quitté l'appartement. Dans mon sac à dos, j'avais un ordinateur portable, quelques cartes prépayées et de l'argent liquide. La première chose que j'ai faite a été d'aller chez ma mère. Je devais m'assurer qu'elle allait bien. Je l'ai trouvée dans le jardin, elle arrosait les fleurs et avait l'air en bonne santé. Je lui ai dit « J'ai besoin de partir un peu. Un nouveau projet, probablement pour quelques mois. » Elle m'a regardé avec un étrange mélange d'inquiétude et de compréhension, comme si elle avait deviné que quelque chose n'allait pas. Mais elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste demandé d'appeler. « Bien sûr, maman, ai-je menti ? » Sachant que ce serait difficile. J'ai commencé une nouvelle vie. J'ai déménagé dans un autre état. J'ai pris un emploi mal payé pour installer des ordinateurs, redevenant le technicien invisible que j'étais. J'ai vécu modestement, sans laisser d'empreinte numérique. Je m'attendais à tout moment à ce que quelqu'un qui avait été blessé retrouve ma trace, que la police vienne, qu'Alex revienne pour se débarrasser complètement du témoin. Mais rien ne s'est jamais produit. Par l'intermédiaire de sources anonymes et de connaissances dans la communauté cryptographique, j'ai essayé de savoir ce qu'il était advenu d'Alex. Les rumeurs allaient au bon train. Certains disaient qu'il était à Bali, d'autres à Singapour. Il aurait poursuivi ses activités, mais en élargissant son champ d'action et en rejoignant des groupes de pirates plus sérieux. Au lieu de s'attaquer à des portefeuilles peu connus, il visait des bourses entières. À certains moments, j'ai ressenti une étrange envie. Il avait tout l'argent. Il vivait pleinement sa vie. Et moi, j'étais tapi dans l'ombre. Sans argent, sans avenir. Puis je me suis souvenu des visages des victimes. Cet étudiant indien, d'autres personnes dont j'ai trouvé l'histoire sur des forums. Et j'ai réalisé qu'Alex avait perdu bien plus que moi. Il a perdu sa conscience. Je n'ai perdu que de l'argent. Plus tard, j'ai réalisé que, aussi étrange que cela puisse paraître, Alex m'avait sauvé. Peu à peu, l'anxiété s'est dissipée, remplacée par un étrange sentiment de vide. Je n'étais rien, une ombre, un fantôme de l'homme que j'ai été.
Le 20 février 2024, près d'un an et demi après notre rupture, je suis tombé sur une nouvelle qui m'a choqué. Le titre d'un technoblog était le suivant: l'organisateur d'une importante fraude aux crypto-monnaies est détenu. L'article ne précisait pas de qui il s'agissait, mais je savais que c'était lui, Alex. Les détails de l'opération décrite correspondaient aux nôtres. Des portefeuilles opt-in modifiés avec des portes dérobées intégrées. Les dates, les montants, les détails techniques, tout correspondait. L'article disait que le FBI avait retrouvé l'organisateur grâce à ses transactions et à ses achats importants. Une erreur classique. Il a commencé à dépenser trop ouvertement les fonds qu'il recevait. Le plus surprenant est là que l'article ne mentionne pas d'autres complices éventuels. Toute la responsabilité était rejetée sur l'organisateur. C'était comme si je n'existais pas dans cette histoire. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'étrange ironie du sort. Alex, sans le vouloir, m'avait donné exactement ce que je voulais. Une chance de partir, une chance de disparaître. S'il n'avait pas été trahi, j'aurais probablement poursuivi le projet jusqu'à ce que je me retrouve là où il est maintenant, c'est-à-dire derrière les barreaux. Mais je suis resté celui que j'étais au début, un homme sans nom, sans passé, mais libre. À l'heure où j'écris ces lignes, plus d'un an s'est écoulé depuis son arrestation. Je ne suis plus Trust Me, je ne suis personne. Je ne suis plus que l'ombre de celui que j'étais autrefois. Je me demande souvent où j'ai fait fausse route, quand exactement j'ai franchi cette ligne où il n'y avait pas de retour en arrière possible. Peut-être la première fois que j'ai regardé le code de quelqu'un d'autre sur un ordinateur portable non sécurisé, ou quand j'ai accepté l'offre d'Alex, ou bien plutôt lorsque j'ai décidé que la fin justifiait les moyens. La vérité, c'est que je ne suis pas devenu un criminel en un seul instant. C'est un processus de petits compromis, de minuscules concessions de conscience qui m'ont finalement conduit à tout perdre. L'argent obtenu par la tromperie n'a pas apporté le bonheur, il a résolu un problème particulier. Il a sauvé la vie de ma mère, mais en retour, il m'a coûté la vie. C'est ainsi que se termine l'histoire de Trust Me, l'histoire d'un homme dont la vie a été bouleversée par une décision prise dans un moment de désespoir. J'ai été frappé par cette transformation, d'un simple technicien à un architecte de la tromperie numérique. Un voyage qui a commencé par le désir de sauver sa mère et qui s'est terminé par la perte de sa propre identité. Dans le monde des crypto-monnaies, nous entendons souvent parler de piratage majeur et de vol de millions de dollars, mais nous pensons rarement aux personnes qui se trouvent des deux côtés de ces crimes. Nous pensons rarement aux personnes qui perdent les économies de toute une vie et à celles qui créent les outils nécessaires à ces vols. L'histoire de Trust Me nous montre que dans le monde numérique, la confiance est la monnaie la plus précieuse. Et lorsque nous la brisons, la vengeance est inévitable, même si elle ne prend pas la forme d'une peine de prison. Voilà qui conclut mon histoire. Et vous, vérifiez la sécurité de vos portefeuilles de crypto-monnaies. Et n'oubliez pas, lorsque quelqu'un sur Internet vous dit de me faire confiance, c'est probablement le moment où vous devez être le plus vigilant. Comme toujours, Monsieur Dark Web. Bonne soirée et à bientôt